Dans les années 1960, nous avons atteint la Lune grâce à une technologie analogique. Puis, nous avons passé les 5 décennies suivantes confinés strictement en orbite terrestre basse. Aujourd'hui, cette pause stratégique a pris fin. 4 astronautes ont améri dans l'océan Pacifique, concluant ainsi la mission Artemis II d'une durée de 10 jours. Ils n'ont pas atterri à la surface de la Lune. Au lieu de cela, ils ont effectué un vol contournant la face cachée de la Lune afin de tester la robustesse du matériel qui permettra à terme d'envoyer des astronautes sur Mars. Ce faisant, ils ont rapporté l'enregistrement visuel le plus fidèle de l'espace profond jamais capturé par des mains humaines. Cette vidéo examine ces archives visuelles. Nous allons décortiquer la réalité optique qui se cache derrière les nouvelles photos d'EarthSat, la physique d'une éclipse solaire de 54 minutes et les caractéristiques géologiques spécifiques enregistrées sur la face cachée de la Lune. Une question qui revient souvent à propos de cette mission est celle de savoir pourquoi il a fallu plus d'un demi-siècle pour y retourner. Les décennies qui ont suivi le programme Apollo sont souvent interprétées à tort comme une pause dans l'exploration spatiale, mais en réalité, elles ont représenté un changement stratégique de priorité. Plutôt qu'une perte d'intérêt, cette période reflétait l'évolution des réalités économiques, la transformation de la volonté politique et la nécessité de développer des capacités d'ingénierie bien plus avancées. Les premiers alunissages ont prouvé que nous pouvions transporter des humains sur la Lune et les ramener rapidement, mais ils ont aussi mis en évidence notre ignorance quant à la manière de maintenir des humains en vie dans le vide pendant de longues périodes. Les agences spatiales ont par la suite réorienté leur budget vers l'orbite terrestre basse. Des programmes comme Skyab, la navette spatiale et la Station spatiale internationale sont devenus le principal axe de concentration. Nous devions comprendre les conséquences biologiques de la microgravité, de l'exposition aux radiations et de la logistique orbitale avant de tenter des opérations durables dans l'espace lointain. L'exploitation d'une station située à 400 km au-dessus de la planète exige une approche totalement différente de celle nécessaire pour voyager à 400 000 km de distance. La Station spatiale internationale, ISS, dépend d'un ravitaillement constant en fret et de la capacité d'effectuer un retour d'urgence sur Terre en quelques heures. L'espace profond supprime ces filets de sécurité. Pour retourner sur la Lune en toute sécurité, il a fallu construire une architecture technologique entièrement nouvelle, de A à Z. Les usines, les véhicules et les réseaux de suivi de l'ère Apollo ont été démantelés il y a des décennies. Tout ce qui était nécessaire pour cette nouvelle ère a dû être repensé en utilisant l'informatique moderne, des matériaux composites avancés et des normes de sécurité beaucoup plus strictes. Ceci nous amène à la fonction principale d'Artemis II. L'équipage n'était jamais censé atterrir sur la surface lunaire. Il s'agissait d'un essai en vol rudimentaire de 10 jours, conçu spécifiquement pour pousser le nouveau matériel à ses limites opérationnelles, et servir de dernière étape pour valider la sécurité et les procédures requises pour les missions futures. Le système de lancement spatial constitue la base de cette architecture. Il s'agit d'une fusée de 90 cm conçue pour générer la poussée massive nécessaire pour propulser un module d'équipage lourd hors du puits de gravité terrestre. La fusée a rempli sa mission principale lors de son lancement le 1er avril. Une fois les moteurs coupés et la manœuvre d'injection translunaire terminée, l'attention s'est entièrement portée sur la capsule Orion. Orion servait d'habitat et de centre de commandement aux 4 astronautes. Envoyer la capsule sur une trajectoire contournant la face cachée de la Lune constituait une méthode pratique pour vérifier ses systèmes critiques dans un véritable environnement spatial lointain. Durant cette phase, l'équipage a parcouru environ 7500 km au-delà de la Lune, atteignant une distance maximale de 756 km de la Terre, et battant le record de distance humaine établi par Apollo 13. Les ingénieurs ont surveillé de près les réseaux de contrôle environnemental et de maintien en vie en fonctionnement continu, tandis que l'équipage menait des recherches scientifiques telles que l'expérience Avatar pour étudier la santé humaine dans l'espace lointain. Ils ont suivi l'efficacité des épurateurs de dioxyde de carbone, des systèmes de gestion thermique et du blindage contre les radiations. La navigation constituait un autre axe majeur.
L'équipage a dû suivre manuellement et de manière autonome sa position dans une région de l'espace où le GPS standard n'existe pas. Cela comprenait des démonstrations de pilotage manuel lors d'opérations de proximité, utilisant l'étage supérieur usagé de la fusée comme cible. L'ensemble du vol a servi de test rigoureux afin de garantir que la capsule puisse communiquer efficacement sur une distance de 400 000 km, avant que quiconque ne tente d'envoyer un engin d'atterrissage séparé sur la poussière lunaire. La plupart des gens connaissent les photographies prises par les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. La station orbite à environ 400 km au-dessus de la surface. Vue de cette altitude, la planète paraît immense. Il occupe tout le champ de vision à l'extérieur des fenêtres. Depuis une orbite terrestre basse, il est impossible de percevoir la Terre comme une sphère complète. Il s'agit tout simplement d'un vaste paysage de nuages, d'océans et de continents. Cette réalité visuelle change radicalement une fois qu'un vaisseau spatial s'échappe de cette orbite serrée. Suite à la manœuvre d'injection translunaire du 2 avril, la capsule Orion s'est éloignée de la planète à vitesse accrue. L'équipage a pris une photographie où la Terre est entièrement contenue dans le cadre. Elle devient une bille autonome flottant dans l'obscurité. Cette image précise place le matériel du vaisseau spatial Orion au premier plan, tandis que la planète Terre entière se trouve en arrière-plan. Elle procure une sensation rare de distance et d'échelle, physiquement impossible à saisir depuis la station spatiale. Une autre photographie cruciale de cette étape allée du voyage montre la face nocturne de la Terre. Le Soleil se situe de l'autre côté de la planète, laissant l'hémisphère visible dans l'obscurité. On distingue nettement des groupes de lumières urbaines qui dessinent les côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. L'image révèle également des formations nuageuses illuminées au-dessus de l'océan sombre. Puisque le Soleil est bloqué, cette lumière provient d'une autre source. La mission Artemis 2 a été lancée lors d'une pleine lune. La surface lunaire agissait comme un immense miroir dans l'espace profond, réfléchissant la lumière du Soleil sur la face nocturne de la Terre. Ce phénomène est appelé clair de lune, bien que dans un contexte inverse, on l'appelle souvent clair terrestre. Elle est suffisamment lumineuse pour éclairer les systèmes météorologiques sur la photographie, et elle offre une vue claire des couches atmosphériques sur fond d'obscurité spatiale. Vénus est également visible comme un point lumineux dans le coin inférieur de cette image, capturé avec une grande netteté grâce au temps de pause long utilisé par l'appareil photo. La longue exposition révèle un détail atmosphérique très précis près du haut du cadre. On distingue une faible bande distincte de gaz incandescent qui dessine la courbe de la planète, bien au-dessus des systèmes météorologiques. Il s'agit de la ligne de sodium. Il se situe à environ 90 km au-dessus de la surface. Cette couche est peuplée d'atomes de sodium ionisés, résidus laissés par les météorites qui pénètrent dans la haute atmosphère et se vaporisent. La lumière du Soleil excite ces atomes, ce qui provoque l'émission d'E, une très faible lueur. Cette couche est pratiquement invisible depuis le sol, mais elle est extrêmement précieuse pour les astronomes. Les grands télescopes optiques terrestres doivent traverser les couches déformantes de notre atmosphère pour observer les objets du ciel profond. Pour corriger cette distorsion, les observatoires envoient donc de puissants lasers directement vers le ciel. Ces lasers sont réglés sur la longueur d'onde exacte nécessaire pour exciter les atomes de sodium dans cette bande atmosphérique spécifique. Lorsque le laser frappe la raie du sodium, il crée une petite étoile artificielle très brillante dans la haute atmosphère. Le télescope suit cette étoile artificielle pour mesurer précisément comment l'atmosphère dévie la lumière à ce moment précis. Les ordinateurs utilisent ensuite ces données pour déformer physiquement les miroirs du télescope des centaines de fois par seconde. Ce procédé annule le flou atmosphérique. Il s'agit d'une solution d'ingénierie brillante qui repose entièrement sur une fine couche de débris spatiaux vaporisés, flottant à la limite même de l'atmosphère. L'observation claire de la raie du sodium sur la photographie d'Orion offre un aperçu concret d'un outil dont l'astronomie terrestre moderne dépend chaque nuit. La capsule Orion a finalement atteint son point le plus proche, à environ 4000 miles au-dessus de la surface lunaire, lors de son survol historique de la Lune le 6 avril 2026. À cette altitude, l'équipage a entamé une fenêtre d'observation prévue de 7 heures. Les photos intérieures publiées par la NASA
montre les astronautes gérant plusieurs caméras et utilisant des rideaux occultants sur les fenêtres. Ils ont utilisé du matériel photographique haut de gamme standard plutôt que des caméras sondes spécialisées pour capturer la topographie. Cette intervention humaine dans le cadrage et le réglage de l'exposition en temps réel a permis d'obtenir des images d'une netteté remarquable. Lorsque le vaisseau spatial a franchi la frontière pour se retrouver sur la face cachée de la Lune, le terrain visible sur les photographies a radicalement changé. La face de la Lune que nous voyons depuis la Terre est dominée par de grandes taches sombres, appelées Marias. Ce sont de anciennes coulées de lave qui se sont refroidies et ont lissé de vastes portions de la surface lunaire. L'autre côté est complètement différent. C'est un paysage incroyablement accidenté, saturé de cratères imbriqués et presque dépourvu de ces zones sombres et lisses. Les géologues planétaires pensent que la croûte lunaire est nettement plus épaisse sur la face cachée. Lorsque des astéroïdes massifs ont percuté cette moitié de la Lune, il y a des milliards d'années, l'impact n'a tout simplement pas pu pénétrer suffisamment profondément pour libérer le magma liquide emprisonné sous la croûte. Comme la lave n'est jamais remontée à la surface pour recouvrir les dégâts, la face cachée reste un témoignage physique intact de la période de grands bombardements tardives de notre système solaire. Plusieurs des photographies les plus remarquables se concentrent directement sur un élément appelé le bassin oriental. Les astronautes furent les premiers humains à contempler l'intégralité de ce bassin, souvent surnommé le Grand Canyon lunaire. Il s'agit de l'une des structures d'impact les plus jeunes et les mieux préservées de toute la Lune. Les images haute résolution montrent clairement d'énormes anneaux concentriques rayonnant depuis le centre de la zone d'impact. Ces anneaux se forment lorsqu'un objet exceptionnellement gros percute la Lune, avec une énergie cinétique suffisante pour liquéfier temporairement la roche solide. La matière en surface ondule vers l'extérieur, comme une pierre jetée dans un étang, puis se fige sur place, laissant ses crêtes circulaires permanentes. L'éclairage de ces photos précises met en évidence les variations d'altitude de ces ondulations gelées qui entourent le bassin oriental. Les images révèlent des rayures distinctes qui traversent le paysage. Ce sont des chaînes de cratères. Lors de l'impact initial massif, d'énormes blocs de roches lunaires ont été éjectés très haut au-dessus de la surface. Lorsque ces morceaux sont retombés, ils ont creusé des lignes parfaitement droites de cratères secondaires. L'équipe a également réalisé des prises de vue rapprochées du cratère Vavilov, situé près de la ligne de terminateur. Il s'agit de la limite qui sépare le jour et la nuit sur la Lune. L'angle extrême du Soleil à la ligne de démarcation projette de longues ombres spectaculaires. Ces ombres agissent comme un filtre de contraste naturel, soulignant l'extrême profondeur et les parois déchiquetées de la terrasse du cratère, d'une manière qu'un éclairage plat zénital ne pourrait jamais permettre. Si vous regardez attentivement les zones complètement noires de l'espace derrière la Lune, sur certaines de ces photographies en gros plan, vous remarquerez de minuscules points blancs brillants. Elles ressemblent trait pour trait à des étoiles lointaines, mais elles endommagent en réalité physiquement le matériel photo lui-même. La capsule Orion fonctionne bien au-delà du champ magnétique protecteur de la Terre. Dans cet environnement spatial profond, l'équipement est constamment bombardé par un rayonnement cosmique de haute énergie. Lorsqu'un rayon cosmique errant frappe le capteur d'un appareil photo numérique, il peut le surcharger et détruire définitivement un seul pixel. Ces pointes lumineuses sont simplement des pixels morts qui enregistrent une lumière parasite. Il s'agit d'un artefact très visible des conditions de rayonnement extrêmes auxquelles le matériel doit résister. Alors que la capsule Orion achevait son survol et s'apprêtait à réapparaître sur la face cachée de la Lune, elle pénétra directement dans son ombre. Cela a entraîné une éclipse solaire totale. Cet événement précis ne constituait ni un objectif scientifique planifié, ni une séance photo programmée. Il s'agissait d'un simple sous-produit mathématique du lancement. Si des problèmes météorologiques ou techniques avaient retardé le lancement, ne serait-ce que de quelques jours, la trajectoire aurait été modifiée et cet alignement n'aurait jamais eu lieu. L'équipe a tiré parti de la géométrie du lieu et a pris une série de photographies qui offrent un spectacle totalement différent de n'importe quelle éclipse observée depuis le sol. Sur Terre, une éclipse solaire totale dure quelques minutes.
Cela s'explique par le fait que la Lune et le Soleil semblent avoir à peu près la même taille dans notre ciel. Du point de vue des astronautes, la Lune dominait physiquement leur champ de vision. En raison de cette extrême proximité, il a fallu près de 54 minutes au Soleil pour passer complètement derrière le disque lunaire. Cette longue période d'obscurité totale a donné à l'équipage suffisamment de temps pour ajuster l'exposition de leur caméra et capturer les mécanismes d'éclairage complexes se produisant à l'extérieur du vaisseau spatial. Si vous regardez attentivement les photographies de l'éclipse primaire, vous ne voyez pas de cercle noir plat bloquant le Soleil. On peut effectivement voir la texture de la surface lunaire. Des formations géologiques, comme Mare Crisium, sont clairement visibles dans les zones sombres. Puisque le Soleil est entièrement caché, la lumière qui frappe ces cratères provient d'ailleurs. Cette source, c'est la Terre. La lumière du Soleil frappe notre planète, rebondit sur les océans et les nuages, traverse le vide spatial et illumine la Lune. C'est la lumière de la Terre. Sur ces photos, le bord extérieur de la Lune est encadré par un halo lumineux. Ce halo est la couronne solaire, une couche de gaz et de plasma surchauffé s'étendant sur des millions de kilomètres dans l'espace. Les caméras ont pu capturer simultanément la faible couronne solaire et les cratères éclairés par la Terre. Tout simplement parce que la masse imposante de la Lune bloquait l'éclat éblouissant du noyau solaire. L'ombre étendue et l'absence totale de distorsion atmosphérique ont permis aux capteurs de la caméra de capter des détails d'arrière-plan extrêmement ténus. Les images montrent un champ dense d'étoiles, entourant la Lune éclipsée. Photographier les étoiles dans l'espace est notoirement difficile. La forte lumière du Soleil ambiant oblige généralement les appareils photo à utiliser des vitesses d'obturation très rapides, ce qui atténue la faible lueur des étoiles. L'ombre de 54 minutes a offert l'environnement sombre parfait pour une longue exposition. Outre le champ d'étoiles, plusieurs points brillants forment une ligne distincte qui s'étend depuis le bord de la Lune. Ces points sont des planètes. Les photos grand angle ont capturé Saturne, Mars et Vénus, alignées les unes à côté des autres. Cette ligne diagonale précise qui traverse la zone noire est le plan de l'écliptique. Il s'agit du disque physique plat du système solaire, autour duquel orbitent les planètes principales. Le pilote Victor Glover a fait remarquer par radio que les humains n'ont tout simplement pas évolué pour traiter une telle image. La visualisation du plan orbital réel, se détachant sur une couronne solaire lumineuse, et une lune éclairée par la Terre, crée une esthétique tout à fait inhabituelle. La combinaison de ces mécanismes d'éclairage spécifiques donne aux photographies brutes l'apparence de graphisme de science-fiction. La comparaison des nouvelles données visuelles avec le contexte historique révèle précisément comment nos capacités d'imagerie ont évolué. Les photographies les plus largement diffusées de la mission Artemis 2 montre la Terre disparaissant silencieusement derrière l'horizon lunaire. La NASA a officiellement désigné cette séquence comme un ensemble terrestre. Les images sont visuellement saisissantes, présentant un globe bleu et blanc éclatant, contrastant fortement avec le gris monochrome et austère de la Lune. Des formations nuageuses tourbillonnantes sont nettement visibles au-dessus des régions australiennes et océaniennes, du côté éclairé de la planète. Au premier plan, les capteurs haute résolution ont capturé les bords complexes des terrasses du cratère Monsieur l'Équipage, a également profité de ce passage orbital pour demander la dénomination de 2 cratères, jusque-là sans nom. Ces formations se situent précisément à la frontière qui sépare la face visible et la face cachée de la Lune. Ils en ont désigné un comme Integrity, du nom de leur module Orion. La seconde fut nommée Carol, en hommage à la défunte épouse du commandant Reed Wiseman. La netteté exceptionnelle de ces photographies permet aux spectateurs de distinguer ces repères géographiques précis, mais cette même netteté crée également une profonde illusion visuelle. Ces photographies ressemblent trait pour trait à un coucher de soleil sur Terre, mais la réalité optique de ce qui se passe dans le cadre est totalement différente. La première réalité optique à comprendre est que la Terre ne se lève ni ne se couche par rapport à la surface de la Lune. La Lune est en rotation synchrone avec notre planète. Sa période de rotation correspond exactement à sa période orbitale. Du fait de ce verrouillage gravitationnel, c'est toujours le même hémisphère de la Lune qui nous fait face. Si vous vous trouviez à la surface de la Lune,
la Terre resterait figée au même endroit dans le ciel noir pour l'éternité. Il pourrait légèrement vaciller, mais il ne disparaîtrait jamais sous l'horizon. Le mouvement de décor capturé dans la séquence terrestre est une illusion entièrement créée par la trajectoire orbitale à grande vitesse du vaisseau spatial Orion lui-même. Ce sont les astronautes qui bougent, pas la Terre. La seconde réalité physique qui façonne ces images concerne le matériel de l'appareil photo. L'équipe a utilisé des boîtiers Nikon D5 équipés de téléobjectifs lourds. Cette focale extrême modifie fondamentalement la perception de la profondeur du spectateur. Elle réduit considérablement la distance physique massive qui sépare la Terre, le vaisseau spatial et la surface lunaire. Cette compression de l'objectif donne à la Terre une apparence absolument massive, se profilant juste derrière les cratères. Si un œil humain regardait par le hublot de la capsule à ce moment précis, la Terre paraîtrait nettement plus petite et beaucoup plus éloignée. Le téléobjectif agit comme une loupe, agrandissant artificiellement la taille de la planète par rapport à l'horizon lunaire au premier plan. Le dernier élément qui encadre ces prises de vue est la notion d'orientation. Lorsque nous regardons une photographie sur un écran, nous supposons naturellement que le haut de l'image est vers le haut. Dans le vide spatial, les notions de haut et de bas sont totalement arbitraires. L'orientation des photos du coucher de Terre est strictement dictée par l'attitude physique de la capsule Orion. Au moment précis où le déclencheur s'est enclenché, le vaisseau spatial roulait simplement le long de sa trajectoire. Les astronautes ont cadré la photo de manière à correspondre à nos attentes terrestres d'un horizon plat. Cette série de photographies emblématiques a marqué la fin du contact direct de l'équipage avec leur famille. Quelques minutes seulement après avoir capturé le dernier fragment de Terre disparaissant derrière le rocher, le vaisseau spatial a été complètement dans la zone d'ombre radio de la Lune. L'imposante masse lunaire bloquait physiquement toute ligne de visée vers les signaux du réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA. Cela a déclenché une coupure de communication préméditée étendue de 40 minutes. Les astronautes se retrouvèrent complètement isolés de l'autre côté, flottant en silence en attendant de réapparaître de l'autre côté et de rétablir leur liaison avec le centre de contrôle au sol. Le retour de ces images haute résolution nécessitait un matériel capable de résister à un retour brutal. Le 11 avril 2026, la capsule Orion a plongé dans l'atmosphère terrestre à près de 11 kL, soit environ 25 000 mL/pH, générant des températures proches de 2760 degrés C, soit 5000 degrés d'hiver. Une charge thermique suffisamment intense pour ioniser l'air environnant en plasma, poussant le bouclier thermique à Bleve à ses limites de conception. Alors que la mission Artemis 1, sans équipage, avait démontré avec succès une rentrée atmosphérique en rebondissant sur l'atmosphère comme une pierre sur un étang, les ingénieurs de la NASA ont ajusté le profil pour Artemis 2. En raison d'une carbonisation inattendue et d'une accumulation de pression dans le bouclier thermique lors de cet essai de 2022, Artemis 2 a utilisé une rentrée atmosphérique en altitude. Cette approche plus douce impliquait toujours une descente dans l'atmosphère pour réduire la vitesse, mais elle évitait le rebond d'extrême, afin de garantir que les pics de pression des gaz internes restent dans une plage plus sûre pour l'équipage humain, privilégiant la survie de l'équipage aux gains marginaux d'efficacité aérodynamique. Une fois le pic de chaleur passé, et après une coupure de communication tendue de 6 minutes, le déploiement précis des parachutes a ralenti le vaisseau spatial de 9 tonnes de vitesse supersonique à une vitesse modérée de 32 km/h, passant d'un vol hypersonique à une descente contrôlée à travers la basse atmosphère terrestre. Les 4 astronautes ont améri sains et saufs dans l'océan Pacifique, à l'ouest de la Californie, au large de San Diego, où ils ont été récupérés par l'USS John P. La mission Artemis 2, d'une durée de 10 jours, s'est achevée exactement comme prévu. Du lancement le 1er avril à la récupération le 11 avril, l'équipage a parcouru plus de 1,1 million de kilomètres aller-retour, a renvoyé des téraoctets de données techniques et scientifiques, et a démontré qu'Orion peut protéger de manière fiable la vie humaine dans le vide spatial extrême, validant ainsi ses systèmes de survie, de navigation et de protection thermique dans des conditions de mission réelles. L'essai en vol étant terminé, l'architecture Artemis est désormais validée pour les prochaines étapes,
plus ambitieuse. Artemis 3, dont le lancement n'est pas prévu avant 2027, effectuera de nouvelles opérations rudimentaires en orbite lunaire sans atterrissage à la surface, continuant à tester la robustesse des systèmes et procédures intégrées dans l'espace lointain, en mettant l'accent sur la résilience des missions de longue durée et l'autonomie de l'équipage. Artemis 4, dont le lancement est prévu pour 2028, réalisera le premier alunissage rudimentaire depuis Apollo. Orion transportera 4 astronautes en orbite lunaire, où ils rejoindront le système d'atterrissage humain Starship. 2 d'entre eux descendront dans la région du pôle Sud pour explorer des cratères plongés dans l'ombre en permanence qui contiendraient des milliards de tonnes de glace d'eau. Ensemble, ces missions permettront d'établir les routines, l'infrastructure et les marges de sécurité nécessaires à une présence humaine durable sur la Lune. L'objectif ultime demeure la planète rouge. En considérant la Lune comme un terrain d'essai pour l'exploration spatiale lointaine, nous perfectionnons les systèmes de protection contre les radiations et de survie à long terme, nécessaires à un voyage de plusieurs années vers Mars, où la durée des missions, les retards de communication et les risques environnementaux exigent des niveaux sans précédent de fiabilité des systèmes et d'adaptabilité humaine. Pendant 5 décennies, nous avons contemplé la Lune comme un symbole de gloire passée. Aujourd'hui, c'est officiellement un chantier naval, une plateforme où se forgent en temps réel les technologies et les disciplines du voyage interplanétaire. L'analyse des enregistrements haute fidélité d'Artemis 2 nous confronte à un changement de notre identité collective. Nous ne sommes plus une espèce qui se contente de visiter les cieux. Nous devenons une espèce capable de naviguer dans ces environnements avec intention, précision et la capacité de séjourner au-delà de la Terre pendant des périodes prolongées. La pause stratégique qui nous a maintenus en orbite terrestre basse pendant un demi-siècle est terminée. Nous avons de nouveau quitté le berceau, cette fois avec du matériel et des connaissances conçues non pas pour un sprint, mais pour un marathon à travers le système solaire. La question n'est plus de savoir si nous pouvons atteindre l'espace lointain. La question est de savoir ce que nous choisirons de devenir une fois que nous aurons décidé de rester. L'univers attend et, pour la première fois depuis des générations, l'humanité est prête à répondre à son appel.